Alors, est-ce que ça va? Oui, voilà. Je voudrais présenter notre première intervenante, d'ailleurs, qui a déjà parlé ici, dans cette même salle, il y a un mois à peu près. Et donc, c'est Christine Jouan-Bruno, qui est présidente de Femmes de Demain, enseignante chercheuse, présidente Fondation Écothésie et maire adjoint honoraire Boulogne-Billancourt. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis une fois de plus très heureuse et honorée d'intervenir dans ces contextes, dans cette enceinte, avec des personnes qui portent des valeurs auxquelles je crois et qui sont pour moi essentielles à la construction et à la vie en société. Alors, si j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui, c'est à titre de témoin, ayant moi-même eu en charge dans mon premier mandat de maire adjoint à Boulogne la compétence de la famille. Dans ma vie d'enseignant-chercheur et d'attaché de recherche dans un centre international en Allemagne, j'avais énormément travaillé sur l'enfance, l'adolescence, et en tant que criminologue, autant que juriste, j'ai balayé un ensemble de sujets et de dossiers qui m'ont fait, je crois, pouvoir apporter une définition d'une politique familiale dans mes débuts d'une vie politique. Alors, je commencerai par dire que j'ai été, au-delà de mes convictions personnelles, passionnée lorsque j'ai découvert, au regard de mes recherches et de mes travaux de thèse, puisque je m'interrogeais sur pourquoi, comment un jour on devient criminel, qu'est-ce qui fait qu'on ne le devient pas, et comment on gère après les situations de criminalité dans les pays et dans le monde entier. Et m'intéressant à la genèse de la vie, je me suis rendu compte, parce que je ne le connaissais pas autant avant, je le connaissais un peu mais pas autant, que le genre humain est le seul en tant qu'espèce à mettre au monde des enfants, des bébés, dont le cerveau n'est pas fini. Dans tous les autres règnes, à la naissance et dans le règne animal, moi j'étais dans un très beau périple et voyage en Tanzanie. J'ai pu assister en direct à certaines naissances d'animaux et de fait, vous voyez un animal qui naît, qui se met sur ses pattes immédiatement. Alors ouais, quand on sort de son œuf, parfois on attend un peu avant de voler, mais le petit de l'homme est le seul en tant qu'être qui a besoin, qui n'est pas fini et qui a besoin de se constituer, et il se passe tellement de choses après la naissance, pendant la première année, n'en parlons pas, pendant les 3 premières années, d'où le fait que, en fait, dans la vie, mettre un enfant au monde suppose normalement beaucoup de conscience de ce que ça représente, des responsabilités, et je trouve que beaucoup de gens se donnent le droit d'être parents. Moi, j'ai toujours parlé du fait que les parents qui mettent un enfant au monde se donnent des devoirs vis-à-vis d'un enfant, et qu'un enfant a des besoins légitimes et existentiels d'avoir auprès de lui, évidemment en priorité ses parents, mais des adultes en tous les cas, parce que seul il meurt. Il ne peut pas vivre. Un enfant ne peut pas vivre. On s'est un peu trop attaché à souvent la réalité physique des personnes, une certaine vie sociale, hein, et pas assez à la vie psychique des enfants. Et c'est vrai qu'un petit enfant, de par son cerveau qui n'est pas fini, a une sensibilité extrême, une capacité de capter mais tout ce qui se passe. Et du coup, bien évidemment, l'idée du couple qui met au monde un enfant, ou qui a, on peut le souhaiter, eu le désir d'avoir un enfant, constitue pour le bébé un environnement prioritaire et juste essentiel. Alors évidemment, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce qui se passe et du rôle qu'ils pourraient avoir à tenir. Et j'avais observé cette situation en ayant énormément lu tout ce qui peut exister en psychiatrie, sociologie, politique sur ces sujets et dossiers d'accompagnement de l'enfance. Dieu sait si c'est aujourd'hui une problématique à nouveau très importante, puisqu'on voit tout ce qui se passe et toutes les dérives liées au monde de l'enfance actuelle. Bref, cela veut dire que
avoir des parents, mais quelle chance, avoir des parents véritablement parents et qui s'engagent dans la vie de leur enfant et qui l'accompagnent, le protègent et lui permettent de bien grandir. C'est juste ce qu'il faudrait pour qu'une société soit construite. L'enfance est accompagnée par un droit aujourd'hui, le droit de l'enfance. Le droit de l'enfance est rattaché au droit de la famille. Et le droit de la famille, souvent beaucoup de personnes l'ont oublié, mais c'est vrai qu'il démarre à la base par une institution totalement décrite dans le droit et dans toutes les normes avec lesquelles nous vivons, qui est le mariage. Or, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, cette institution du mariage, qui pourtant institue juridiquement la famille, est très déniée. On a eu différents mouvements de société, et pourquoi pas, pour des personnes qui, de manière légitime, demandaient à avoir un statut juridique sans être mariées et à donc être, par exemple, pacsées, ou à avoir un contrat particulier qui donne au moins un environnement juridique. Si je vous parle de cela, c'est parce que j'ai été 25 ans maire adjoint d'une ville où j'étais très au terrain. J'ai pu observer beaucoup de choses et j'ai vu qu'énormément de personnes ne se rendaient pas compte de l'importance de certaines institutions qui sont liées à la vie privée. Alors, non, j'ai eu la chance d'officier dans une ville assez extraordinaire où il y a quand même une très forte conscience de la vie, énormément de gens engagés. D'ailleurs, spirituellement, nous avons aussi des églises pleines, une synagogue qui est énorme et qui draine une très grande population, un centre culturel musulman très très dynamique où il se passe beaucoup de choses et d'une manière générale un engagement social, sociétal très important. Et je reviens au fait que j'ai occupé donc cette fonction de maire adjoint à la famille dans mon premier mandat et je me suis demandé ce que j'allais pouvoir proposer et comment mettre en œuvre une politique familiale locale, qui fut la première politique familiale locale de France. Et en fouillant, en reprenant beaucoup de travaux et de recherches, j'ai mesuré à quel point, en réalité, c'était fondamental. Parce que j'ai réalisé, en allant dans beaucoup d'équipements de petite enfance, dans toutes les écoles de Boulogne, etc., qu'énormément de jeunes parents ne savaient plus ce qu'était être parent et qu'il y avait une vraie angoisse vécue par beaucoup de jeunes parents donc nous avons décidé d'accompagner les jeunes parents volontairement. J'ai créé une école des parents à Boulogne en lien avec un réseau national existant qui était plus ou moins délaissé. Mais en tous les cas, nous avons créé un lieu considérant qu'il y avait besoin d'informer, de transmettre et de dire aux jeunes parents à quel point leur rôle avait du sens. Et de la même manière, nous avons institué dans la ville de Boulogne des ateliers de préparation au mariage pour que les jeunes avec l'envie ou non de se marier, mais qui voulaient se renseigner, puissent être documentés sur ce que peut signifier le mariage, ce qu'est cet engagement. Mariage, une fois de plus, qui est complètement décrit dans le Code civil. Et moi, j'ai fait des milliers de mariages pendant mes mandats, mais je peux vous dire que parfois, enfin, j'essayais de recevoir les personnes qui se mariaient avant le mariage, mais beaucoup découvraient en réalité dans le Code ce qui est écrit et leur engagement dans le mariage de gérer une éducation auprès de leurs enfants et d'avoir un rôle spécifique et prioritaire auprès des enfants. C'est le texte de loi et normalement, lorsque vous êtes un parent défaillant, vous êtes en dehors de la loi. D'où l'idée parfois de créer ou des sanctions ou voilà, des situations spécifiques pour les parents qui délaissent leurs enfants. Aujourd'hui, nous vivons, c'est mondial, c'est pas seulement la France, une situation démographique assez particulière, avec un déficit de naissance jamais vu. En France, pour la première fois cette année, depuis 1944, nous sommes en solde négatif dans le rapport des naissances au décès. Il y a eu plus de décès que de naissances, jamais vu depuis 1944. Nous avons vu depuis 20 ans décliner progressivement la démographie, le nombre de naissances, et nous sommes un pays, mais nous pas plus que les autres, vieillissant, avec une insuffisance de... Alors certains
parle du remplacement parfois, mais là, on n'est pas dans le remplacement, mais dans la transmission et la continuité des générations. Il s'avère que la démographie, c'est un élément, mais fondamental de l'organisation de la vie en société. Et nos sociétés ont été fondées, y compris tout l'arsenal juridique, sur le fait qu'il y aurait une reproduction des générations. Tout le système social, de sécurité sociale d'ailleurs, est basé sur le fait qu'il y a suffisamment de naissances pour assurer la continuité et travailler, cotiser, payer les retraites des anciens. Or là, on est en train d'inverser complètement les choses, mais nous ne sommes pas les seuls concernés. Ceci étant, nous avons été les meilleurs d'Europe très longtemps. Et dans les années où nous avons beaucoup travaillé ce sujet entre 1995 et 2010. Nous avions un taux de natalité à 2 et quelques, ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes à 1,57, ce qui est insuffisant pour assurer une reproduction en termes démographiques. Mais cela pose un problème surtout parce que ça met en déséquilibre complètement les comptes sociaux et les comptes de solidarité nationale. Alors, on est dans une problématique énorme. On est sur donc une perspective, et on voit bien les chiffres et ce vers quoi on va. Une société qui, hélas, a été construite sur une idéologie d'un consumérisme outrancier, avec l'idée de produire beaucoup, de consommer beaucoup, mais même si aujourd'hui on va jusqu'à une intelligence artificielle exceptionnelle, il est certain que l'intelligence de la connaissance de l'être humain, elle ne s'est pas beaucoup développée. On pourrait même dire qu'elle a régressé. Et ça, c'est très grave. Et aujourd'hui, vous comme moi, dès qu'on écoute les informations, on est juste sidéré de voir le nombre d'enfants en déshérence, d'enfants délinquants, d'enfants criminels, et à un âge très bas. Mais cela veut dire tout simplement que ces enfants n'ont pas été construits, n'ont pas reçu l'éducation adaptée. Maintenant, personne n'est parfait et parfois, de toute façon, ça nous arrive à tous de commettre des erreurs. Mais il arrive aussi qu'il y ait des déviances spécifiques un peu originelles. J'y crois peu parce que souvent, beaucoup de choses peuvent évoluer et bien évoluer quand on a repéré qu'un enfant a certaines défaillances. Eh bien oui, il faut être là. Et en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le premier lieu d'apprentissage de la vie, c'est la famille, c'est à la maison. Et moi, je dois dire, dans tous les mariages, je le disais, si vous n'avez pas éduqué vos enfants, si vous n'avez pas transmis sur une base d'amour réel, parce que c'est pas seulement l'amour déclaré qui est important, mais l'amour vécu. Et les enfants qui sont aimés, qui sont vraiment choyés, qui reçoivent l'affection nécessaire et le respect qui leur est dû, effectivement, ils vont bien. Par contre, ils se retrouvent dans des classes, parfois, dès la maternelle, où ils sont confrontés aujourd'hui à des violences et à des gestes inouïs. Et un enfant qui n'a rien appris à la maison, à qui on n'a jamais dit non, et qui se comporte comme un enfant et un être qui a le droit de tout faire, eh bien, il ne va pas s'improviser du jour au lendemain discipliné à l'école. Et vous avez des professeurs, des institutrices, je sais plus, on les appelle les maîtres d'école maintenant, où dès la maternelle, vous avez des enseignants qui sont débordés parce qu'il suffit qu'il y ait 3-4 cas un peu difficiles, qui se croient autorisés à tout, qui insultent même la maîtresse, tout petit, hein, et ça met le bazar dans la classe et c'est juste redoutable. Et c'est redoutable pour tout le monde. Et je veux dire, j'ai vu des situations comme ça incroyables. Donc la première des écoles de vie, c'est la famille. La deuxième, l'école peut apporter et compléter, mais ne remplace jamais la famille. Et pour le coup, tout ce qui se passe dans l'école est important en termes d'observation et de signalement des enfants qui ont des difficultés particulières pour qu'on réussisse à encadrer, accompagner à des centres médico-pédagogiques qui sont spécialisés sur ces sujets. Et l'idée est de repérer suffisamment tôt et d'accompagner les enfants qui sont en mal-être et qui ont de réelles difficultés. Dans notre société, hélas, le monde enseignant est moins formé qu'avant, un peu différemment. Vous avez entendu comme moi qu'on accueille... moi, je viens de l'enseignement supérieur et j'ai été fonctionnaire longtemps et j'ai un grand respect pour la fonction publique, mais bon, enseigner en université, c'est autre chose qu'enseigner dans les petites classes, mais les petites classes sont juste
précieuse parce que c'est là, comme je vous le disais, que l'enfant, finalisant la mise en place de son cerveau et de toutes ses impressions et de tout ce qui va devenir pour lui acquis pour la suite, reçoit énormément. D'où l'importance d'avoir dans les premières années d'école, ce qui est souvent négligé, des personnes très bien formées. Mais formées, ok, à l'apprentissage intellectuel, si on peut le dire, mais à l'observation psychologique avec une pédagogie infantile suffisante pour pouvoir gérer. Et Dieu sait si c'est difficile, une classe de 25 petits bouts de chou un peu dynamique, hein, c'est pas évident. Mais donc on a, hélas, corollairement chez les jeunes parents, beaucoup de méconnaissances sur ce qu'est l'enfant. Vous me direz, mais avant, est-ce que les parents, il y a 50 ans, il y a 60 ans, avaient une connaissance, une pédagogie? Il y avait... Non, en fait, pas toujours. Mais il y avait des transmissions générationnelles qui existaient et des transmissions familiales qui faisaient qu'on avait appris à la maison beaucoup de choses. Aujourd'hui, les séparations familiales, l'éclatement géographique, souvent des familles entre enfants, beaucoup d'enfants partent à l'étranger, où on a aujourd'hui de toute façon 3 enfants sur 10 qui vit en couple monoparental, et on sait que les enfants sont transportés d'un endroit à l'autre, que beaucoup de repères sont difficiles. Et en tous les cas, il y a un déficit de transmission qui se faisait avant naturellement, qui se font aujourd'hui dans beaucoup de civilisations du monde, qui ont gardé leur communauté et leur mode de vie, qui se font naturellement. L'enfant, d'ailleurs, vous savez qu'on parle aujourd'hui d'une presque une dizaine de nominations de famille. On est arrivé au dénominatif de famille nucléaire. On a la famille dite traditionnelle, qui peut être nucléaire quand il y a, dit-on, seulement un enfant. Vous avez la famille monoparentale, la famille recomposée. Enfin bref, on multiplie les appellations de famille. Et je trouve personnellement que depuis, on en parlait tout à l'heure avec votre président, depuis quelques mandatures gouvernementales, c'est vrai qu'il n'y a plus de ministre de la famille, il n'y a pas de cap de politique familiale. Moi, je considère, pour l'avoir vécu, avoir mis en place une politique familiale d'aide aux familles sur la ville, y compris financièrement, pour accompagner toutes les mamans qui n'avaient pas eu la chance d'avoir une place en crèche. Moi, j'ai dit très vite, écoutez, c'est pas normal. Tout le monde paye ses impôts et certains ont l'accès à une crèche, tant mieux. Et on a multiplié, je peux vous dire, depuis 30 ans, les structures de crèches dans la ville. Il y a un taux assez inouï. C'est pour ça que beaucoup de jeunes familles, d'ailleurs, de Paris venaient sur Boulogne. Mais moi, j'avais décidé, on avait mis en place un accompagnement financier des personnes qui n'avaient pas de place en crèche pour aider à recruter une aide à domicile, voire nous avons appuyé et formé tout un réseau d'assistantes maternelles pour compléter l'éducation qui doit être donnée à un enfant et avoir une éducation de qualité. C'est pas n'importe qui peut et qui doit rentrer dans le giron familial, dans la maison, dans l'intimité des foyers. Quand vous confiez votre bébé à quelqu'un, il faut s'assurer de la formation et de la qualité de la personne, parce qu'il y a heureusement des situations très bien gérées, avec des gens qui n'ont pas été formés professionnellement, mais il y a aussi des catastrophes et des choses épouvantables. Donc dans la vie politique et dans le souci de la protection des populations et du bien vivre des familles, il est essentiel pour toutes ces jeunes femmes qui aujourd'hui, au moins à 80%, sont en activité salariée, qu'il y ait une aide à la gestion de la garde de l'enfant. Et on a bien vu et on sait que c'est une des clés qui favorise la natalité. Ça a été mesuré, identifié. En Allemagne, par exemple, où il n'y avait aucun système de garde organisé avant 4-6 ans ou presque, et ben, le taux de natalité avait chuté il y a très longtemps déjà. Et nous, si nous avions un taux de natalité aussi élevé en France, c'est parce qu'il y a eu une politique familiale très favorable, incitative à ce qu'est la qualité de vie d'une famille et d'un foyer. Et vous savez aujourd'hui que très souvent, quand on entend parler d'incidents gravissimes,
et d'enfants qui passent aux actes les plus violents, on découvre très souvent qu'il vit avec une maman seule. En fait, la réalité des femmes en situation monoparentale est un dossier énorme en France comme ailleurs, mais parlons de la France. Et on sait qu'aujourd'hui, la situation de monoparentalité qui concerne à peu près 35% des familles, c'est très très souvent vécu au féminin et hélas dans des situations socio-professionnelles de niveau peu élevé. Ce qui fait que la gestion de la vie est excessivement difficile. Elles sont ou au chômage et pas très heureuses, ou en situation socio-professionnelle avec peu de revenus, ce qui fait que la vie est très compliquée. Et en fait, elles n'arrivent pas. Voilà, il y a à un moment donné, on ne peut pas être multitâche non plus, même si les femmes le sont beaucoup. Il y a des moments quand on est seul. Et là, je dirais, parce qu'on parle souvent des femmes, en disant les femmes ont un rôle essentiel, j'en suis convaincue. Mais moi, j'ai toujours dit, les pères ont une responsabilité énorme. Et lorsque le père n'est jamais là et a abandonné son enfant, sa femme avec, c'est juste d'une responsabilité terrible parce que le père est la représentation institutionnelle pour un enfant. Un enfant avec sa mère vit beaucoup plus ce qui est le lien privé, affectif et une sécurité intérieure très importante, hein. Mais lorsqu'il n'a jamais de visage du père, en plus à l'école, jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était toujours une femme qui était institutrice, le monde des infirmiers féminins, à la crèche, que des femmes quasiment, et le monde médical, on le sait, est à plus de 80% féminin. Bref, vous avez des petits-enfants qui ne voyaient que des visages féminins, avec l'absence totale du masculin. Or, le masculin porte la symbolique institutionnelle, c'est comme ça. Ce qui fait que tous ces gamins-là qui ont grandi comme ça, avec des familles décomposées et des difficultés de vie, eh bien, le rapport à l'autorité, il est excessivement difficile. Et ils vont défier facilement tous les uniformes, parce qu'ils défient pas seulement la police, ils défient autant les pompiers que parfois les médecins, ce qui est épouvantable, puisqu'ils osent même les caillasser à l'occasion. Moi, j'étais effrayée, parce que ça date d'il y a quand même 30 ans, ça existait déjà, de savoir qu'on osait s'attaquer aux pompiers qui viennent sauver les gens, qui viennent sauver des vies. Et c'était des gens plus âgés qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, même adolescents, ils sont capables, mais vous voyez bien que ce sont des gestes de vie explosée, d'inconscience, même si on dit qu'ils devraient, c'est sûr, porter une responsabilité en tant qu'adolescent, mais c'est d'une tristesse infinie parce que ce sont des enfants qui n'ont pas reçu la construction nécessaire. Et quand s'ajoute au déficit familial le fait que les institutions nationales et l'État en tant que tel n'a pas un fonctionnement satisfaisant et ne gère pas les situations, alors là, on est parti pour n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec, dans le monde des narcotrafics mondiaux, l'entrisme qui est fait maintenant et qui gère certains quartiers, qui a pris en main certains jeunes, qui préfèrent travailler avec des mineurs ils ne sont pas passibles des mêmes poursuites pénales, hein, et du coup, ils deviennent ces petits-enfants de 10 ans à l'occasion des indiques et des personnes dans la boucle de la distribution de de la drogue et de l'alerte donnée avec toutes les bandes qui existent. Voilà, donc la famille, c'est un pilier essentiel de la société, la première des institutions en réalité. C'est sur la base de la famille que se construit l'ensemble des autres institutions. Si la première est défaillante, c'est grave parce que ça touche à la construction personnelle de chaque individu. Mais si, en plus, d'autres institutions commencent à défaillir, ce qui est le cas chez nous aujourd'hui, j'ose le dire, on est dans une situation où on maîtrise peu de choses et où on peut voir et assister à des débuts de conflits sociaux, civils, comme on l'a vu parfois, avec des débordements inimaginables qui sont aussi manipulés par certains groupuscules qui adorent ça et qui alimentent le sujet.
Donc la famille qu'on a pu considérer, comme le disait Gide, comme la haine de la société, et famille, je vous hais, le fameux mot de Gide, qui a été repris par beaucoup d'ultralibertaires et de personnes qui voulaient sacrifier le côté patriarcal conservateur. En réalité, c'était une vice-conception et une très mauvaise analyse du sujet, parce que la famille, c'est le secret de la vie, de la transmission, de l'éducation réussie. Et c'est sur cette base qu'ensuite, beaucoup de situations peuvent s'appuyer pour qu'on ait des sociétés viables où il fasse bon vivre. Mais ça suppose des politiques dans l'observation aussi des situations, des terrains, depuis le local jusqu'au national. Il faut une vraie volonté politique sur ce sujet pour réussir à créer de la cohérence et ce fameux vivre ensemble dont tout le monde parle à toutes les sauces. En réalité, il commence à la maison. Et c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui en vous disant qu'avoir été élu au terrain, en observant la vie des familles et en voyant comment on peut favoriser, par exemple aussi faire construire prioritairement dans les logements sociaux de grands appartements pour familles nombreuses qui existent quasiment jamais. Tout ça, c'est le politique qui peut l'imposer. S'il n'y a pas de politique volontaire et conscient de ces sujets, on flirte avec les réalités, mais on rentre pas dans les réformes nécessaires pour faire que les familles existent et vivent bien. Donc la volonté politique, elle est en général inspirée par des personnes conscientes de la vie, qui ont aussi une volonté de long terme et surtout pas de court terme, de réussite facile. Donc on peut espérer pour la France et pour l'avenir qu'il y ait des politiques responsables qui regardent un peu loin, en ayant la conviction que la construction d'un enfant passe par des parents présents ou des remparts, en tous les cas structurants, qui vont lui permettre de pouvoir affronter la vie, d'y croire aussi, parce que beaucoup d'enfants se suicident aujourd'hui. Les taux de suicide sont gravissimes chez les adolescents, et c'est juste parce qu'il y a de la souffrance, de la désespérance et un défaut de cohésion. Et Martine, tu l'as très bien dit, la cohésion, la première des réussites, elle commence à la maison.